Bonjour à toutes et tous. Il est juste 11 heures. On se donne quelques petites minutes pour que tout le monde rejoigne le webinaire. Et donc, ce webinaire est à la fois sur Zoom, pour ceux qui sont inscrits via ce lien-là, et simultanément sur notre page, la page de Parcourou, sur LinkedIn. Alors, la discussion, pour ceux qui sont sur Zoom, n'hésitez pas, on a ouvert la discussion à nous poser vos questions au fil de l'eau et on fera des petites pauses dans la présentation pour répondre à vos questions. Donc, à quelques moments de respiration dans la présentation. Et puis également à la fin. Et puis pour ceux qui sont sur LinkedIn, eh bien n'hésitez pas aussi directement dans la discussion à échanger voilà, sur LinkedIn directement dans le live. Alors, on a un programme assez chargé, donc on va démarrer. Je suis Valériane de Parcourou, également présente à mes côtés Olivier. Et on est super ravis d'accueillir Afifia pour Canva. Afifia, je te laisse te présenter peut-être rapidement. Oui, bonjour tout le monde. Merci Valériane. Je suis Afifia Belabdoun. Je suis responsable communication, plus précisément marketing et social chez Canva France. Et aujourd'hui, je vais vous parler des essentiels pour créer sa formation avec Canva dans Parcourou. On va essayer de prendre du plaisir, surtout. Exactement, c'est l'idée. Alors, voilà, évidemment, on utilise Parcourou pour lancer ce webinaire. Pour rappel, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Parcourou, eh bien, c'est un outil déjà qui est gratuit. Et l'objectif de Parcourou, il est de vous aider dans la matérialisation des différentes étapes de vos parcours de formation, que ces parcours de formation soient en présentiel, en distanciel et évidemment en blended. Donc, l'idée ici, je suis sur un parcours, vous voyez, donc on va lui donner un titre. On peut personnaliser, excusez-moi, ce parcours avec son logo en allant ici sur la petite, j'y vais ici, ici sur la petite goutte d'eau. Lorsque l'on crée son parcours, on va pouvoir ici mettre son logo et sa couleur et choisir aussi un thème principal pour le parcours. Et dans le cadre voilà, de la construction de ce programme de formation, en fait, Parcourou, ça va séquencer toutes les différentes étapes pédagogiques que l'on retrouve ici. Et tout simplement, ici, on va aller eh bien, séquencer ces différentes étapes avec des moments en présentiel. Donc, si je choisis ici le présentiel, eh bien, je vais pouvoir indiquer l'objectif de ma demi-journée, par exemple, de formation, et puis faire ma planification, indiquer le lieu géographique de ma formation présentielle et puis aller sélectionner une image qu'on vous met à disposition dans Parcourou pour professionnaliser finalement l'aperçu de votre Parcourou ou et bien sûr d'aller rechercher vous-même une image que vous avez sur votre PC et que vous allez utiliser pour personnaliser ici eh bien, ces étapes. Et donc, encore une fois, les étapes, on va avoir du présentiel, le webinaire donc, qui est pour les classes virtuelles. Vous pouvez aussi utiliser des modules, et on va vous le montrer par rapport à Canva, aussi partager des documents dans format PDF, PowerPoint, Word, Excel, etc. Proposer des évaluations. Et à chaque fois, dans Parcourou, eh bien, on vous propose, si vous ne savez pas quels outils utiliser, eh bien, on vous fait des propositions ici d'outils que vous allez pouvoir utiliser, par exemple, pour matérialiser vos évaluations et digitaliser vos évaluations. On en arrive évidemment à Canva, donc, qui est une application que l'on a récemment proposée dans la marketplace de Parcourou, puisque la marketplace elle vous permet d'aller activer finalement les applications
que vous aimez, que vous utilisez au quotidien pour les utiliser dans Parcours. Donc, l'idée, si vous utilisez, et vous allez, j'en suis sûre, utiliser Canva, eh bien, c'est d'aller activer l'application Canva dans la marketplace Parcours. On vous explique ici comment fonctionne cette application et c'est tout simple. Hein. L'idée de Parcours, c'est de simplifier votre préparation de ces parcours et vous allez en fait aller rechercher dans Canva, eh bien, via le petit bouton intégration, vous allez aller copier-coller l'URL de votre matériel, de votre présentation Canva pour l'appliquer dans l'étape module. Et c'est ce qu'on a fait exactement ici. Vous voyez, on a la présentation de Canva qui va être faite par Afifia dans quelques secondes. Eh bien, on a choisi donc l'étape ici module à laquelle on a associé tout simplement, je vais avec mon petit crayon, ici, on a copié-collé le lien Canva de la présentation d'Afifia. Et puis, ensuite, on est allé chercher, évidemment, le logo de Canva. On peut aussi utiliser, comme je vous l'ai dit, un logo personnalisé. Donc, voilà pour Parcourou. N'hésitez pas à aller sur le site de Parcourou directement, parcourou.com, créer un Parcourou et vous allez pouvoir commencer tout de suite à digitaliser vos parcours de formation, quel qu'en soit le format. Et je propose tout de suite à Afifia donc de prendre le relais pour sa présentation de Canva dans Parcourou. Oui, alors bonjour tout le monde. D'abord, j'ai juste vu dans les commentaires qu'une personne disait que le son était assuré. Est-ce que tout le monde peut confirmer qu'on est bien entendu? Ok. Ok, alors je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que tout le monde voit bien mon écran et la présentation? Oui? Peut-être une petite précision juste avant de démarrer, parce qu'on a aussi des questions par rapport au replay. Donc oui, la présentation sera disponible en replay. Et Valériane, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran? Je te confirme qu'on voit bien ton écran. Ok, super. Bon, alors, on y va, on commence. Donc, aujourd'hui, on va aborder les essentiels pour créer sa formation avec Canva dans Parcourou. Alors, évidemment, tous les conseils qui vont être donnés pour la création et le design à destination des formations, du digital learning, valent également si vous n'utilisez pas Canva. Je le précise quand même. Juste avant d'aller plus loin, Canva, c'est un outil de création graphique qui a la particularité d'être particulièrement simple à utiliser et particulièrement accessible. Juste pour l'anecdote, Canva a été créé par Melanie Perkins, qui est donc une Australienne. Elle donnait des cours de création graphique à la fac, donc elle apprenait comment utiliser les outils classiques de création visuelle. Et elle s'est rendue compte que ses élèves mettaient plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à ne serait-ce que comprendre les boutons de ces outils-là. Et c'est en partant de ce constat qu'elle a eu l'idée de développer un outil de création visuelle qui puisse être particulièrement facile à utiliser, particulièrement accessible et surtout facile à transmettre. Donc tout ça pour vous dire que la question de la formation, de la transmission, de la communication pédagogique, elle est dans l'ADN même de Canva. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet-là à travers 4 parties. Pour faire simple, d'abord, on va juste essayer de comprendre ce qu'est le design pédagogique en 2023, qu'est-ce qu'on attend du design pédagogique. En deuxième partie, on va aborder les 5 piliers du visuel de formation, qui sont les 5 éléments clés pour un visuel de formation réussi. Évidemment, il pourrait y en avoir bien plus, mais aujourd'hui, on s'est concentré sur les essentiels. Si vous respectez ces 5 piliers, ça devrait suffire amplement pour faire un contenu de qualité. En troisième partie, je vais vous partager les templates les plus populaires sur Canva pour ce qui concerne la formation et le digital learning. Et puis en 4, on va vous présenter le kit d'outils et notamment les essentiels, les outils essentiels qui suffisent à gérer un contenu pédagogique sur Canva. La communication pédagogique en 2023. Juste avant d'aller plus loin, je pense que c'est important de faire le point sur la période dans laquelle on est. C'est quelque chose qu'on partage souvent dans les webinaires pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est important de comprendre que la question de l'image, l'obsession de l'image, elle n'est pas du tout nouvelle. Déjà à l'époque préhistorique, les
création, les visuels, les dessins qu'on pouvait voir sur les parois des cavernes n'étaient pas du tout faits pour faire joli, mais pour pouvoir communiquer, pour transmettre des informations, pour faciliter l'organisation, la collaboration avec la population et pour gérer le quotidien. Ensuite, il y a eu l'arrivée des livres et de l'imprimerie, ce qui a accéléré ce mode de transmission, ce qui a accéléré le partage des connaissances. Et puis, au XXe siècle, avec l'arrivée de la télévision, il y a d'autres parties de notre cerveau qui ont été encore plus sollicitées à travers justement les ondes, à travers tout ce qui relève du focus de l'image, de l'obsession de l'humain pour l'image. On est complètement fasciné par l'image, c'est quelque chose qui est inconscient. Et avec l'arrivée du digital, notamment avec les écrans, les smartphones, mais plus globalement avec Internet, notre cerveau est encore plus sensible et encore plus réactif à tout ce qui constitue la portée de l'image. Ça peut relever des formes, il peut s'agir des couleurs, il peut s'agir de la disposition. Il y a énormément de données, quand on parle de design pédagogique, qui sont prises en compte pour favoriser la mémorisation, pour favoriser la compréhension et pour favoriser, comment dire, la connexion avec l'appreneur, entre l'appreneur et l'apprenant. C'est-à-dire que quand on est en face d'un appreneur et qu'on est nous-mêmes apprenants et qu'on utilise un support pour transmettre une communication ou une information, on va être réactif et comprendre plus ou moins facilement et rapidement une information, notamment à travers le mode de réflexion, c'est-à-dire à travers la façon dont l'appreneur va apporter une connaissance, mais également et surtout à travers l'organisation de l'image, du design et du support graphique. Et donc tout ça pour vous dire que les façons de transmettre la communication, de transmettre les connaissances changent et évoluent. Et nous, chez Canva, on est très conscients de ça. Et même si Canva existe depuis moins de 10 ans, on a déjà constaté énormément de changements, énormément d'adaptations. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va transformer énormément de choses, qui va changer le paysage de la transmission, on est particulièrement conscient de ça. Donc, avoir conscience de la portée, de l'impact de l'image et de l'impact inconscient des structures d'image sur notre cerveau et sur notre capacité à apprendre et à comprendre, c'est quelque chose d'excessivement important. Quand on parle aussi de design pédagogique, nous, en tout cas, chez Canva, on est très sensible au mode de réception. Juste avant d'aller plus loin et de rentrer dans ce chapitre 2, on est tous allés sur Instagram. Quand on scrolle indéfiniment sur Instagram, il y a des visuels qui vont ressortir plus que d'autres. Et en fait, beaucoup de chercheurs se sont demandé ce qui fait qu'un visuel va être plus captivant que notre. Qu'est-ce qui va faire qu'un visuel va être plus impactant que notre? Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que ce qui rend un visuel plus impactant, c'est quelque chose qui relève de l'universel, c'est-à-dire des éléments graphiques, des éléments visuels qui sont universels, qui sont le contraste, la couleur, la disposition. On est tous sensibles de la même façon à un visuel qui est pertinent et réussi, même si on n'a pas conscience, même si on ne comprend pas en quoi il est réussi, on y réagit tous, on y est tous réceptifs. Pour comprendre ça et pour savoir ce qu'on entend par un support de formation réussi, on classe ça dans 4 catégories, en tout cas chez Canva. Mais c'est plutôt quand même universel. Le premier point, c'est un système visuel cohérent. Quand on parle de système visuel cohérent, c'est que il est important d'avoir une identité visuelle qui vous soit propre. Si vous rédigez, si vous créez plusieurs supports de formation, il est pertinent de retrouver dans chacun de ces supports des éléments qui vont être communs à tous vos supports. Ça va permettre de dégager une personnalité, une identité et donc de favoriser la mémorisation. Et autant à l'époque, il y a quelques années et même quelques décennies, quand on était à l'école, le professeur incarnait vraiment une position d'autorité en termes de connaissances et en termes d'apprentissage et d'échange. Autant aujourd'hui, avec le digital learning, forcément, la cible est beaucoup plus large, le public est beaucoup plus large. Donc, il est important de pouvoir communiquer, de pouvoir toucher son audience, même à travers un écran. Et c'est ça qui compte et c'est ça qui doit être pris en compte quand on
on parle de design pédagogique, c'est faire en sorte de toucher son audience, d'émouvoir son audience, faire en sorte qu'elle soit impliquée dans ce que vous dites, faire en sorte qu'elle ait envie de suivre la suite de votre contenu. Donc, avoir un système visuel cohérent avec une identité visuelle claire, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est une structure hiérarchisée. Le troisième point, c'est l'expression, le texte et la typographie, qui sont des domaines sur lesquels on constate, nous, chez Canva, énormément d'erreurs, notamment au niveau de la typographie, on va en parler un peu plus tard. Et puis enfin, la simplicité visuelle. Chez Canva, la question de la facilité, de la simplicité, elle est inhérente à Canva, mais elle est aussi inhérente à toutes les applications que vous utilisez, les réseaux sociaux, etc. Tous les gens qui travaillent sur ce type d'application, sur ce type de support, et qui cherchent à toucher une audience assez large, sont obligés de se focus sur la notion de simplicité. On n'a pas besoin d'ajouter ce qui n'est pas nécessaire. Uniquement concentrez-vous sur la simplicité, sur uniquement les points nécessaires, sans forcément ajouter des fioritures. Je le précise parce que c'est souvent une erreur courante chez les personnes qui créent des visuels ou qui créent des designs et qui ne sont pas forcément professionnels de l'image. La première erreur, c'est de vouloir ajouter énormément d'éléments sur un visuel pour avoir l'impression de faire un visuel professionnel. Alors que ce n'est pas du tout le cas, on va voir ça après. Parmi les 5 piliers fondamentaux d'un design pédagogique, on retrouve le sujet, le message, les couleurs et le contraste, l'équilibre et la hiérarchie, l'espace et la simplicité. On va voir ça point par point. Le premier point, en ce qui concerne le sujet ou le message, quand on parle de sujet autour d'un contenu, et notamment d'un contenu de digital learning, on parle de texte, de typographie, et on parle aussi d'alignement. Quand il s'agit du texte, il y a 3 éléments qui sont à prendre en compte lorsque vous créez un visuel, soit en partant de zéro, soit en utilisant un template, c'est de toujours respecter l'alignement. Beaucoup de personnes utilisent des templates Canva en les personnalisant. C'est l'étape numéro 1 de personnaliser un template sur Canva. Ne jamais utiliser un template Canva tel quel, toujours le personnaliser. Mais le problème, c'est qu'en le personnalisant, beaucoup de personnes font des erreurs d'alignement, donc on retrouve des textes décalés. Ça encore, si on doit parler de neurocommunication, de neurosciences et de l'impact de l'image sur le cerveau, sur la mémorisation, l'alignement est une donnée qui est très importante et pour laquelle nos inconscients sont très sensibles, un peu comme les couleurs et les contrastes. Donc, respectez toujours l'alignement, faites en sorte que vos phrases soient toujours bien alignées. En deuxième point, quand on parle de texte, on parle de typographie et enfin, on parle de hiérarchie. Pour l'alignement, pour les textes qui ne sont pas des textes créatifs, poétiques ou publicitaires, voilà, assez libres, et pour favoriser la mémorisation, la compréhension et la lecture de connaissances, on privilégie 2 types d'alignement, l'alignement à gauche et l'alignement justifié. Ce sont 2 types d'alignement qui rendent les textes et la lecture très clairs et très faciles, quel que soit le niveau de compréhension de votre audience, quels que soient les problèmes de handicap, etc. On sait que les alignements justifiés et alignés à gauche sont vraiment les prioritaires. Si vous deviez faire un choix entre les deux, privilégiez toujours l'alignement à gauche. Là, on voit que, par exemple, avec un texte centré ou un texte aligné à droite, le texte aligné à droite est contre-productif puisqu'il n'est pas forcément en accord avec notre sens de lecture en Occident, parce que nous, on commence à lire de gauche à droite et pas de droite à gauche. Et puis, pour le centré, comme vous le voyez, c'est un alignement qui convient tout à fait pour des textes libres ou des textes poétiques, mais qui va moins convenir pour un texte éducatif où on doit solliciter toute la simplicité, tout le focus et toute la mémorisation. Quand il s'agit de police ou d'utiliser des typographies dans un contenu de formation, limitez vos polices de caractères. Autre erreur de beaucoup de nos utilisateurs, c'est d'utiliser plusieurs polices de caractères, d'en utiliser 3-4 différentes, alors que c'est contre-productif puisque ça va déséquilibrer l'ensemble. On a l'impression plutôt d'un effet brouillon ou d'une cacophonie. On peut se limiter à 2 polices de caractères, 3 grands maximum, si on ajoute un titre, etc. Mais ce n'est pas nécessaire. On peut se limiter à 2 polices de caractères et jouer uniquement avec les gras, les maigres et les tailles pour apporter du contraste. Et en ce qui concerne les typographies, pour les typographies, on peut utiliser les typographies avec ou sans sérif. Il y a
un choix, une distinction entre les deux, qui n'est pas forcément connue de tout le monde, mais je le rappelle au cas où. Le choix d'une police sérif ou sans sérif, elle peut être déterminante si vous voulez qu'elle reflète votre intention ou si vous voulez qu'elle reflète votre identité visuelle ou le sujet que vous traitez. Les polices sans sérif, par exemple, non, les polices sérifs, pardon, comme ici, le modèle de gauche, on peut voir ici qu'on a des empattements à la fin des lettres. Et en fait, ces empattements représentent le trait de la plume que la plume laissait autrefois quand on écrivait à la plume. Quand on terminait les mots, on avait toujours un trait, un empattement qui était laissé à la fin d'une lettre et qui reproduisait justement le signe de cette plume. Toutes les polices sérifs, où vous pouvez voir des empattements ici, représentent cette caractéristique, et elle représente surtout l'autorité, la grandeur, le respect, les traditions. C'est une police qui est très classique. Elle peut être utilisée notamment pour des logos, des corps de texte, etc. Elle est encore très utilisée aujourd'hui, mais sachez qu'elle représente ces 4 grandes valeurs. Pour la police en sérif, les polices en sérif, évidemment, on a retiré les empattements. Elles sont particulièrement utilisées aujourd'hui parce qu'elles sont très modernes. Elles sont aussi très simples. Moi, ce que j'aime bien dans cette police, c'est qu'elle reflète cette simplicité, le fait d'aller droit au but. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'empattement. Elle représente d'ailleurs ces valeurs-là, dont la simplicité, l'objectivité, la modernité et l'universalité. On peut choisir une police en se fiant aux valeurs ou à l'identité ou à la personnalité que l'on souhaite valoriser. Ça peut être un bon indicateur. Là, ici, si vous voulez, vous pouvez faire une capture d'écran. Ce sont les polices qui sont les plus populaires en ce moment chez Canva. Je ne sais pas si ça peut vous inspirer. En deuxième point, deuxième pilier fondamental, c'est le contraste et la couleur. Dans les mots-clés qui sont liés au contraste et la couleur, on a l'équilibre, la valorisation, l'accessibilité et l'impact. Tout à l'heure, je vais vous parlais des images qui ressortaient quand on pouvait scroller sur un feed Instagram, et ce qui ressortait le plus, c'était les visuels en général qui sont les plus contrastés. Les visuels qui sont les plus contrastés ressortent le plus parce qu'ils favorisent l'accessibilité, et même si on ne s'en rend pas compte, ils plaisent à notre cerveau. Inconsciemment, notre cerveau adore ça. Et comme notre cerveau adore ça, ce sont des visuels qui sont très impactants. L'avantage aussi du contraste, c'est que ça apporte de la profondeur. C'est très intéressant d'utiliser ça dans un visuel, encore plus quand on n'a pas de connaissances en design ou en design pédagogique, parce que c'est un outil qui va apporter du contraste et de la profondeur sur un visuel. Là, par exemple, on peut voir qu'on a uniquement un bloc qui est tout plat, donc on a un élément, un rectangle qui est tout plat. Ici, on a créé un effet de contraste avec 2 cercles, un vide et un plein, et donc on a vraiment l'impression que le cercle blanc est à l'arrière du cercle rouge, et donc ça crée vraiment un effet visuel et une structure, une hiérarchisation dans le visuel qui est très apprécié et pour lequel notre cerveau y est très sensible. Là, ici, on a quelques exemples de templates, donc des infographies qui sont très simples. Je les ai choisis très simples volontairement. 2 ont un fond blanc, un fond clair, vraiment sans fioriture, et celui du milieu a un fond noir, mais on est quand même sur des fonds qui sont très simples, et on a uniquement ajouté du contraste en ajoutant les couleurs. Donc, vous voyez que la couleur peut suffire à apporter du contraste à un visuel, plus particulièrement quand on n'est pas un expert de l'image. Si vous n'êtes pas un expert de l'image, mais que vous voulez apporter du peps, du dynamisme et de l'intérêt surtout à votre visuel, n'hésitez pas à en rajouter. Ça a en plus l'avantage d'attirer l'œil et de faciliter la mémorisation comme ici, par exemple, chaque couleur est reliée à une information. C'est un mode de création visuelle qui est très souvent utilisé dans les formations et le digital learning. En troisième point, on va trouver l'équilibre et la hiérarchie. Un visuel réussi, c'est un visuel qui est équilibré. On entend par là un visuel organisé, avec une structure qui est claire, avec une bonne composition. Voilà, donc la composition, elle est ici. Quand on parle de composition, on parle de la façon dont on va structurer l'image, les éléments et les textes. Quand je parle d'image, je parle également de photos. Donc, ça permet en fait une vue d'ensemble, une vue harmonieuse.
Là, on a un autre exemple d'équilibre. On peut voir à gauche qu'on a équilibré les éléments, on a interverti les textes et les photos pour apporter un peu plus de dynamisme et pour avoir un effet carré parfaitement aligné ici. Là, on a opté à droite pour une autre forme, une autre composition qui fonctionne beaucoup moins bien, qui est moins agréable pour l'œil. Et même si on n'est pas expert, on devine, on a l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui pourrait être comblé dans les espaces vides. Donc, toujours penser équilibre et harmonie. Là, on a un autre exemple. Là, j'ai utilisé un alignement de texte qui est souvent utilisé soit par les enseignants qui commencent sur Canva, qui vont créer un visuel en ajoutant voilà, des textes ici, sans forcément faire attention à la typographie, et en les alignant comme ils avaient peut-être l'habitude de le faire en utilisant des outils de création classiques. Là, on a opté, par exemple, on a opté pour une meilleure harmonisation, une meilleure valorisation et un meilleur contraste, à la fois en utilisant des couleurs, mais aussi en utilisant des blocs. Ce qui est intéressant sur les contenus de digital learning et de formation, c'est d'utiliser les blocs par information. Ça permet de structurer le visuel et ça permet aussi de favoriser la mémorisation. Même si vos élèves, même si votre audience ne comprendra pas pourquoi elle préfère vos cours, elle préférera forcément vos cours parce qu'ils lui sembleront plus faciles à retenir et à apprécier. Un autre point qui est important quand on crée du visuel et auquel on ne pense pas forcément parce que la nature a horreur du vide. Voilà, la nature humaine a horreur du vide et donc, quand on commence un visuel, quand on commence un design, en général, les utilisateurs ont le réflexe d'ajouter énormément d'éléments sur l'image, sur le visuel, alors que c'est contre-productif. On a le réflexe d'ajouter, alors que pour rendre un visuel harmonieux, il faut au contraire retirer. C'est quand il n'y a plus rien à retirer que le visuel est réussi. Donc, quand on fait un visuel, on parle de respiration. Et quand on parle de respiration en design et en création de visuels pédagogiques, ou pas pédagogiques d'ailleurs, on parle d'espace blanc ou d'espace négatif. Là, ici, on peut voir que on a fait deux visuels qui sont identiques, mais on a géré les espaces différemment. Ici, par exemple, on a complètement aligné les textes les uns en dessous des autres. On a opté pour un alignement qui est un peu archaïque. C'est un manque de structure. On ne sait pas vraiment où regarder. Du coup, on a un effet de brouillon. Ici, pour un template qui a pourtant beaucoup d'informations, on est quand même parvenu à conserver de l'espace négatif, à conserver de l'espace blanc de différentes façons. D'abord, en faisant en sorte d'aérer, donc de laisser vraiment des espaces vides et blancs, même s'il y en a peu, il y en a quand même, donc il y a quand même une structure. Et ce qu'on a fait également, c'est qu'on a priorisé un alignement à gauche et on a intégré chaque donnée dans un bloc. Comme je vous le disais précédemment, les blocs, c'est la vie dans le design pédagogique. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Et le dernier point, voilà, c'est la simplicité. Toujours vous rappeler lorsque vous faites un visuel de ne pas avoir ce réflexe de faire compliqué ou de complexifier soit des données, soit le mode de représentation de ces données. Faites toujours simple, faites toujours facile, mettez-vous toujours à la place d'une personne qui va découvrir votre formation et qui ne connaît absolument rien à votre sujet. Mettez-vous toujours à la place de l'autre, cette empathie pédagogique est essentielle. Troisième partie, en ce qui concerne les supports et les templates, alors, la clé sur Canva pour trouver les templates qu'il vous faut, pour trouver voilà, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir les bons mots-clés pour trouver les bons templates. Je vous ai mis ici une liste de mots-clés, la liste des mots-clés qui sont les plus pertinents, en tout cas pour la formation et pour le digital learning. Il y en a d'autres probablement, mais il y a surtout ce dernier conseil que j'ai mis en bas à droite de ce tableau, qui est recherche en français et en anglais. Chez Canva, on fait un gros travail de localisation. Donc, vous trouvez énormément d'éléments de templates qui sont en français. Mais un conseil que je peux vous donner, deux conseils même. Le premier conseil, c'est que lorsque vous cherchez un template sur Canva, ne prenez jamais ou évitez de prendre les premiers sur lesquels vous tombez quand vous défilez.
Pourquoi? Parce que beaucoup de gens vont les utiliser également, donc maximisez vos chances de proposer un contenu unique. J'entends évidemment ce conseil-là vaut uniquement pour, voilà, pour les gens qui ne sont pas forcément encore experts de Canva ou de contenu pédagogique et qui sont vraiment débutants et qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir personnaliser au maximum des templates. Si vous êtes dans ce cas, faites défiler un maximum lorsque vous tapez, lorsque vous recherchez un template sur Canva pour essayer de trouver les templates qui sont un peu en dessous. Vous aurez moins de chances de trouver d'autres personnes qui utiliseront les mêmes templates. L'autre conseil, qui est le conseil clé, qu'on conseille d'ailleurs à tout le monde, c'est de faire vos recherches en français, mais également en anglais. Canva est un outil qui, à la base, a été créé par des Australiens, donc qui est anglophone à la base. Vous aurez beaucoup plus de propositions si vous faites des recherches en français et en anglais. Donc, maximisez vos chances d'inspiration. Pour les templates, alors évidemment, il y en a énormément. Il a fallu sélectionner, surtout que le temps est limité. Donc, du coup, j'ai essayé de vous compiler les meilleurs et les plus pertinents. On va commencer par le premier template, évidemment, le plus populaire. Le template de présentation, on en a énormément. On en rajoute tous les mois. Les templates de présentation peuvent se trouver soit en recherchant voilà, présentation, éducation, present ou dossier de présentation. Vous trouvez ici les mots-clés que vous pouvez utiliser pour trouver ces supports. On a également un grand nombre de présentations vidéo. Les présentations vidéo sont de plus en plus populaires parce qu'on a ajouté beaucoup d'éléments qui permettent de les personnaliser. Par exemple, vous pourriez choisir n'importe quel template, par exemple celui-là, celui qui est central, qui est rose, et vous pourriez remplacer la photo par la vôtre, modifier les éléments qui sont ici, modifier la couleur, modifier la typographie. Ce sont des éléments qui sont simples à personnaliser et qui ajoutent énormément de dynamisme pour une impression vraiment de capture studio. Donc, ça peut être très intéressant. Et l'autre atout des présentations, c'est que vous pouvez aujourd'hui vous enregistrer. C'est une fonctionnalité qui est de plus en plus utilisée, qui est même très, très populaire chez Canva, bien qu'elle soit très récente, hein, elle a moins d'1 an. Pourtant, elle est vraiment très populaire. Nos utilisateurs l'utilisent en général pour enregistrer leurs présentations, leurs formations, leurs cours et pour l'envoyer ou l'intégrer soit dans une newsletter, soit sur leurs réseaux sociaux, soit à leur communauté. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et sur les supports de présentation, vous pouvez également faire un montage de votre propre vidéo et un montage audio également. Vous pouvez aussi ajouter un fond musical. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui de tout vous présenter en détail, mais n'hésitez pas à fouiller et à découvrir par vous-même. C'est assez simple à suivre et à découvrir. Deuxième template, évidemment, les infographies. Donc, voilà les mots-clés que vous pouvez utiliser pour les retrouver. Là encore, on actualise les templates de typographie à peu près tous les 2-3 mois. Donc, tous les 2-3 mois, il y a de nouveaux templates. Vous pouvez également les rechercher en anglais. On va retrouver également les diagrammes. Donc là encore, tous les mots-clés à utiliser pour pouvoir les retrouver sur Canva. On va aussi avoir les tableaux blancs que vous pouvez trouver sous le nom de whiteboard également sur Canva. Alors, les tableaux blancs, nous, on les adore. Celui-là, là, ce modèle que vous voyez, c'est celui qui est le préféré chez Canva. C'est celui qu'on utilise, nous, dans notre façon de travailler, dans nos process internes. On l'adore. Voilà. Donc, c'est une sorte de mood board de gestion de projet sur lequel on peut travailler de façon collaborative ou seul. Vous voyez, on a différents post-it. Chaque post-it représente une personne qui va participer à ce mood board ou alors un sujet. Et donc voilà, c'est vraiment des outils qui nous aident beaucoup au quotidien et qui aident beaucoup nos utilisateurs. C'est un de nos outils populaires, notamment pour l'éducation et le digital learning. On a également les mood boards. Bon, je pense que vous les connaissez. Ils sont assez anciens. Ça fait au moins 2-3 ans qu'ils existent sur Canva. Mais ça fait partie d'un must-have chez Canva. On a aussi Canva Doc qui vient d'arriver. Il est déjà disponible et on commence à en parler là depuis récemment. C'est un peu l'équivalent de Google Doc, mais pour Canva avec la possibilité d'intégrer énormément de visuels. Énormément de templates, de graphiques. En gros, c'est une sorte de Google Doc animé, de Google Doc design.
Et donc, dans Doc, par exemple, ça fonctionne comme ça. Vous avez une page blanche, donc vous pouvez constituer votre template, votre visuel comme vous le voulez. Vous allez cliquer sur le plus qui était indiqué là et vous allez découvrir notamment cet outil qui est super, qui s'appelle l'écriture magique. L'écriture magique sur Canva, c'est quelque chose qu'on est en train de développer et qui va être officiel fin mars, mais je vous en parle dès maintenant puisqu'on vient de l'intégrer dans Doc. L'écriture magique, c'est, comme vous allez le voir, on a entré quelques mots-clés, on a entré 3 mots-clés, graphique, data, learning, dans la fonction écriture magique sur Canva et l'outil nous a généré un texte. Donc, c'est une intelligence artificielle qui est intégrée dans Canva et avec laquelle vous allez pouvoir travailler. Considérer l'intelligence artificielle dans la création de visuels et notamment dans la création de contenu pédagogique, ce n'est pas quelque chose qui est accessoire puisque on sait que 80% des métiers qui vont être présents en 2030 n'existent pas encore. C'est un impact énorme sur la communication, sur la transmission. On est dans une période révolution, on est vraiment en pleine révolution visuelle, en pleine révolution industrielle et en pleine révolution numérique. On est vraiment dans une période de transition où on va devoir apprendre à travailler, à communiquer et à transmettre encore plus, parce que dans une période de transition où tout change et dans une période d'incertitude, beaucoup de gens ont besoin de se former, beaucoup de gens ont besoin de comprendre les nouveaux éléments, les nouveaux supports, les nouvelles connaissances qui vont construire justement notre avenir, que ce soit notre avenir professionnel, mais également notre avenir sociétal. Donc, l'intelligence artificielle, le fait de l'intégrer dans Canva, c'était une obligation. On a aussi mesurer l'importance et la pertinence de ces outils-là et on a surtout mesuré la façon dont ils allaient transformer notre façon de travailler et notre façon de transmettre, que ce soit pour les enseignants, puisque les enseignants observent déjà que les élèves utilisent l'intelligence artificielle, donc beaucoup d'enseignants sont déjà un peu désemparés parce que les élèves ont utilisé l'intelligence artificielle avant que les enseignants puissent être formés sur ça. Donc, considérer ces nouvelles fonctionnalités sur Canva, je pense que c'est quelque chose de pertinent pour l'avenir de vos supports de communication et de formation. Alors là, évidemment, le texte est en anglais parce que mon compte Canva est en anglais, mais vous pouvez évidemment le faire en français. C'est un outil qui est précieux. Toujours dans Doc, en cliquant sur le plus, vous pouvez avoir la possibilité de créer des tableaux, de créer du texte. Là, ici, un graphique circulatoire. Vous pouvez ajouter énormément de choses. C'est en fait une sorte de Google Doc interactif. Le dernier point, c'est Magic Design. Le Magic Design, c'est là encore une fonctionnalité qui va être officialisée fin mars pour tout le monde, mais elle est déjà en bêta sur certains comptes français. Et puis, je vous la partage parce qu'elle va être essentielle. Et dans les pays anglophones, elle commence déjà à être utilisée et elle fait un carton. Que ce soit chez les professionnels du digital learning, chez les enseignants et également chez les créateurs de contenu professionnels ou marketing. Donc là, par exemple, sur Magic Design, on a fait une recherche sur Canva classique, on a vu plein de templates ici. Malheureusement, ces templates ne nous convenaient pas. On a envie de tester avec Magic Design s'il est possible de trouver d'autres templates qui vont être créés à partir des mots-clés que j'ai rentrés précédemment. Donc ça, c'est une nouvelle façon de trouver du visuel sur Canva. C'est aussi une nouvelle façon de créer un visuel beaucoup mieux adapté et beaucoup plus personnalisé à votre requête. Donc là encore, c'est un outil qui cartonne déjà, mais qui en plus va être amené à être de plus en plus développé et puis qui est aussi dans la lignée de l'intelligence artificielle. Pour finir, j'essaie de faire vite pour avoir le temps de répondre à vos questions si vous en avez. On va continuer avec les outils clés. Le premier outil fondamental sur Canva, avant de faire un visuel, avant de se lancer dans n'importe quel projet, c'est d'aller sur la partie marque. Quand vous allez sur la home, sur la page d'accueil de Canva, dans la barre latérale gauche, vous avez ici la fonctionnalité marque, qui représente en fait votre tableau d'identité visuelle ou votre kit de marque. Sur ce tableau, sur cette partie, vous allez intégrer vos logos, vous allez intégrer vos couleurs de marque ou vos couleurs favorites et vous allez également intégrer vos typographies. À quoi ça sert de rentrer vos éléments ici? Ça sert à les intégrer dans votre outil Canva
Et par conséquent, on va pouvoir les retrouver ici. Toutes les couleurs que vous avez intégrées dans le tableau d'identité visuelle au préalable, vous allez pouvoir les retrouver là. Vous allez retrouver là toutes vos palettes. Ce qui fait que lorsque vous allez utiliser un template, ici, on a utilisé celui-là, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur votre palette pour adapter automatiquement votre template aux couleurs de votre identité visuelle. Tout à l'heure, je vous parlais de cohérence visuelle quand on crée un contenu pédagogique. La cohérence visuelle, elle est importante pour tout le monde. Que vous soyez une marque, que vous soyez un créateur indépendant ou que vous soyez enseignant, que vous délivriez des formations dans le digital learning, quel que soit le type de contenu que vous créez, la cohérence visuelle, c'est la base. Si vous voulez être retenu par votre audience, si vous voulez justement activer ce process d'identification visuelle, d'identification cognitive qui est propre à un visuel impactant, un visuel qui va être retenu, qui va plaire à son audience, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, pensez à votre identité visuelle, intégrez-la dans le tableau d'identité visuelle pour pouvoir la retrouver automatiquement et appliquer et personnaliser n'importe quel template de Canva à vos couleurs juste en un clic. Ça s'applique également avec la typographie. Ici, par exemple, on a la typographie classique de base du template. On a entré ici toutes nos typographies. On a juste à cliquer dessus pour que le template s'adapte automatiquement à notre typographie. Autre outil, c'est la Color Wheel. Une des erreurs les plus courantes chez les utilisateurs ou les créateurs de contenu qui ne sont pas des professionnels, c'est les erreurs de couleurs. Très souvent, on combine mal les couleurs. Là encore, pour tout ce qui relève de la neurocommunication, de la neuroscience, le cerveau est particulièrement sensible aux couleurs. C'est-à-dire que même si vous ne comprenez pas pourquoi ça cloche, votre cerveau sait que cette combinaison de couleurs, inconsciemment, votre cerveau sait que ça ne fonctionne pas. Et inversement, lorsqu'un visuel fonctionne très bien et qu'on le trouve très beau, même si on ne comprend pas pourquoi on le trouve très beau, très souvent, et de façon quasiment systématique, c'est parce que les couleurs fonctionnent bien ensemble et parce que le contraste est respecté. Pour un contraste fort, il faut une bonne combinaison de couleurs. Ici, si par exemple, vous avez une couleur dominante pour votre identité visuelle, vous aimez par exemple le violet. Voilà. Vous ne savez pas comment créer une palette à partir de cette couleur-là. Vous allez entrer le code couleur violet ici et l'outil va vous générer automatiquement les palettes de couleurs qui sont les plus pertinentes pour la couleur que vous avez choisie. Ça évite les erreurs de colorimétrie et puis ça vous permet surtout d'assurer le contraste de tous vos visuels. Tous les outils de couleur Canva sont à retrouver sur le site canva.com/colors. Vous allez pouvoir retrouver ces 4 outils de couleur Canva. Cet outil-là, la palette Color Generator, c'est un outil qui va vous permettre d'extraire la palette de couleurs à partir d'une photo. Si par exemple, vous avez, je ne sais pas, un support à créer, que vous avez une photo ou une illustration, vous pourriez par exemple l'intégrer ici et l'outil vous générerait la palette de couleurs à utiliser pour votre support et donc vous auriez une couleur qui fonctionne particulièrement bien pour votre support et en accord avec la photo ou l'image que vous aurez choisie. Ici, on a Color Palette. Color Palette, c'est un océan de palettes, voilà, dans lequel, qui est ajouté, qui est actualisé régulièrement par nos designers. Toutes les palettes qui sont utilisées dans tous les templates de Canva, chaque fois qu'une nouvelle palette est utilisée par les designers de Canva, on ajoute la palette sur cette page-là. Ça peut donner une inspiration. Et enfin, il y a cette page-là qui est ma page préférée, Color Meanings and Symbolism, pour connaître toutes les significations et les symboliques des couleurs. Très brièvement, parce qu'on n'a pas le temps, mais en gros, chaque couleur est reliée à une symbolique très forte, qui est une symbolique d'inconscient collectif et qui représente quelque chose. On sait par exemple que le bleu est une couleur de la confiance, de la régularité, de la tranquillité, du calme. Le rouge est plus une couleur de la vitalité, de la passion, de l'énergie. Ce sont des couleurs, et les couleurs en général sont utilisées volontairement en prenant en compte la symbolique et la portée. Ça peut aussi être une façon de choisir une couleur pour l'identité visuelle, de choisir une couleur en partant d'une valeur, d'une personnalité, d'une caractéristique et de trouver la couleur qui convient le mieux avec cette caractéristique. On pourra en parler vraiment très longtemps, de la symbolique des couleurs. C'est passionnant. Et sachez juste une chose, quand des marques ou des partis politiques utilisent des couleurs précises, ce n'est pas uniquement parce que les couleurs sont jolies. C'est très souvent parce qu'elles reflètent derrière une symbolique qui reflète leurs valeurs et leurs intentions.
On a également le redimensionnement magique qui est voilà, un des outils stars sur Canva qui permet de réadapter n'importe quel visuel à n'importe quel format. Voilà. On avait au préalable là un visuel au format carré et en un clic, on l'adapte en format story. Voilà. Donc ça, c'est très pratique pour adapter n'importe lequel de vos visuels à n'importe quel support ou réseau. On a également l'éditeur vidéo. Je vous parlais tout à l'heure dans le cadre de la présentation de ce nouvel outil d'éditeur vidéo. On peut aujourd'hui faire du montage très facilement. Vous pouvez, voilà, comme je vous l'ai dit, monter vos présentations, les enregistrer, ajouter de la musique, etc. Donc, on a vraiment développé ça. On a aussi l'effaceur d'arrière-plan pour l'image et pour la vidéo. Donc, vous pouvez... par exemple, si vous filmez chez vous, vous pouvez télécharger votre vidéo sur Canva et vous pouvez, grâce à cet outil, retirer l'arrière-plan du mur qui était derrière vous chez vous. Et vous pouvez du coup mettre votre image en train de parler, votre propre vidéo dans, par exemple, un template Canva. Donc ça, c'est une façon de vraiment professionnaliser les vidéos quand on n'a pas de studio chez soi. Contrast Analyzer, c'est juste un outil bonus que je vous donne. Il est très important quand on fait des contenus et encore plus des contenus à visée pédagogique de favoriser le contraste. Je pense que j'en ai beaucoup parlé pendant cette formation, mais c'est très important. Le contraste favorise notamment l'accessibilité. Il facilite également la compréhension, la mémorisation des données. Mais parfois, notamment quand on n'a pas forcément de connaissances en design, on ne peut pas forcément assurer que son visuel respecte parfaitement les données d'accessibilité, de compréhension pour faire en sorte qu'il soit compris du plus grand nombre et qu'il soit perçu aussi du plus grand nombre. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Contrast Analyzer, un site que vous pouvez trouver sur Google, vous entrez votre visuel ici et en fait, il va ici vous checker tous les éléments. Là, ici, par exemple, vous voyez les checks verts qui confirme que tout est OK sur le visuel qu'on a présenté. Ça confirme que le contraste est au top. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des essentiels. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors oui, merci beaucoup Fifia. Alors on en a quelques questions. Alors pour rester sur les couleurs, il y avait une première question parce que tu disais effectivement que la solution était globale, elle est née en Australie. Et par rapport à la symbolique et à tous ces adjectifs qui peuvent être associés à une couleur, il y avait une question sur est-ce que, quand tu donnais l'exemple du bleu, est-ce que dans tous les pays dans le monde, le bleu a cette même symbolique? Alors non, alors pas du tout. Le blanc, par exemple, est une couleur qui est très positive chez nous et qui est une couleur de deuil dans beaucoup de pays. Toutes les caractéristiques que je parle, en tout cas pour ce qui relève de la symbolique, pour ce qui relève des réflexes inconscients, pour ce qui relève des besoins d'alignement, etc. et tout, ils concernent évidemment la culture occidentale. Donc voilà, donc c'est évidemment très important à préciser. Super. Alors, deux questions qu'on va relier peut-être, qui sont liées à la propriété intellectuelle. Oui. Donc, c'est déjà comment est-ce que c'est géré au sein de Canva, la propriété intellectuelle. Et puis, il y avait une question plus particulièrement axée autour des textes qui sont générés par l'intelligence artificielle. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une question précise par rapport aux textes qui sont générés par l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est une question, ou est-ce que c'est plus d'informations? C'est juste quid, je crois que la question c'était quid de la propriété intellectuelle des textes qui sont générés par l'IA. Ah, alors pour les textes qui sont générés par l'IA, vous pouvez complètement les utiliser. En tout cas, les textes de Canva. Je ne parle pas des autres outils. Voilà. Pour le moment, en tout cas, tous les textes que l'on fait ici et qui sont générés sur Canva sont évidemment complètement utilisables. Et en ce qui concerne les licences d'usage, donc on a un lien sur Canva sur lequel on explique toutes les utilisations des visuels et des éléments Canva pour ses activités professionnelles. Évidemment, tout est utilisable chez Canva. On a créé des visuels Canva pour que les gens puissent l'utiliser dans le cadre de leur profession, dans le cadre de leurs activités professionnelles. Il y a juste quelques exceptions, notamment pour les illustrations. Je ne parle pas des éléments, mais je parle vraiment des illustrations qui sont faites par des dessinateurs, des illustrations à main levée. Elles sont utilisables, mais avec certaines conditions quand il s'agit d'activités commerciales. Voilà. Mais dans ces cas-là, s'il y a le moindre doute, on peut nous contacter sur nos réseaux sociaux et du coup, on confirme toujours s'ils peuvent ou pas utiliser leur contenu tel qu'il est.
Super. D'ailleurs, sur le sujet de l'intelligence artificielle en formation, on a déjà prévu une deuxième session avec Afifia. Donc, on vous reviendra très vite sur ce sujet d'intelligence artificielle et puis aussi de comment on humanise des contenus ou quand on intègre l'intelligence artificielle dans ces contenus de formation. Et puis, tu as parlé, tu as dit le mot licence, Afifia, Oui. et on a des questions aussi sur combien ça coûte tout ça, qu'est-ce qui est dans le Canva gratuit, qu'est-ce qui est peut-être dans une licence payante, sachant que 2 de nos participants au webinaire aujourd'hui auront la chance de gagner un abonnement Canva complet pour une Oui, période de 12 mois. c'est ça. Alors, pour ceux Alors, qui n'ont pas la chance, Alors, pour ceux qui n'ont pas la chance, il y a la possibilité de découvrir Canva pendant un mois gratuitement, déjà. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que en ce qui concerne les abonnements Canva, si vous prenez un abonnement individuel, l'abonnement est à 10,99 par mois. Voilà. Donc, pour 10,99, l'avantage, c'est que vous avez toutes les applications qui sont intégrées. L'autre particularité de Canva, c'est qu'on a intégré en notre sein énormément d'autres applications qui sont utilisées par des enseignants, par des professionnels, par des gens qui font aussi beaucoup de formations, etc. Donc, c'est une façon d'avoir à moindre coût énormément d'applications. C'est ce qui fait la popularité de Canva et c'est aussi pour ça qu'on est à ce point populaire et qu'on évolue très vite. C'est parce qu'on a la possibilité à un très faible coût de pouvoir proposer un grand nombre d'applications qui dépassent les limites de Canva. Il y a également la possibilité de faire des abonnements, d'avoir des abonnements groupés, donc voilà, notamment pour les entreprises. Et là, les abonnements ils peuvent commencer de 25 € et après évoluer selon le nombre de personnes qu'il y a dans l'entreprise. Mais en tout cas, on a 3 types d'abonnements différents. Et puis, on a également, je ne sais pas si ça peut intéresser certains d'entre vous, mais Canva est gratuit pour les associations. Donc, si vous donnez des formations à travers à travers une association, ça peut être intéressant aussi de souscrire à Canva Association. Et Canva Éducation est gratuit également pour les enseignants, pour le collège et le lycée. Voilà. et alors, petite question, Fifia, pour les entreprises, comment est-ce qu'on peut avoir un devis entreprise? Alors, on peut nous contacter soit via Canva, la page du service client, soit via nos réseaux sociaux. Et notre équipe technique prend le relais et s'occupe de ça. Super. Ouais. Et puis, on avait une question aussi sur l'intégration bien de Canva dans Parcourou. Donc là, tout ce qui est vidéo, présentation, vous générez en fait depuis Canva des liens. Et donc, ces liens, vous pouvez les intégrer directement dans une étape de type module dans Parcourou. L'autre possibilité, après, c'est de créer aussi, on l'a vu, vos visuels dans Canva pour les utiliser, pour personnaliser finalement après l'illustration de votre étape, par exemple. Voilà, donc il y a plusieurs pistes, mais le lien étant là, effectivement le plus pratique et le plus rapide pour tirer parti de toutes les possibilités de Canva directement dans Parcourou. On arrive au terme, on a d'ailleurs déjà un petit peu dépassé la durée du webinaire. N'hésitez pas, on va notamment sur les réseaux, sur la page LinkedIn, vous pouvez continuer à poser des questions. Et donc, on va s'atteler à vous répondre aussi sur les réseaux directement. N'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre participation à tous. Et puis, à très bientôt pour un deuxième volet avec l'équipe Canva. Merci beaucoup à Fifia de ta présence. Avec plaisir. À bientôt. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Au revoir.